Atangandji, ministre en charge de l'administration territoriale, depuis le 2 mars dernier, à la faveur d'un décret signé par le président de la République. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Yves-Marc. Nous sommes très heureux de vous avoir dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. C'est le lancement officiel du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président de la République, qui nous sert de prétexte pour venir à votre rencontre. Mais au-delà de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, nous allons plus globalement évoquer l'actualité au sein de votre département ministériel, depuis que vous êtes à sa tête, et d'autres questions liées à la situation sociopolitique dans notre pays. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par une question d'actualité. Vous revenez d'une conférence internationale qui s'est tenue en Israël, une conférence internationale qui portait sur le terrorisme. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de cette conférence, monsieur le ministre? Je vous remercie de mettre l'accent sur cette question. Il s'agit d'une conférence internationale tenue à Jérusalem du 12 au 14 juin, axée sur le terrorisme. Et ce qui est important, c'est que lorsque les débats ont été ouverts, tous les participants ont été unanimes. Il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Vous savez, le terrorisme, c'est une nébuleuse qui a beaucoup de ramifications. Et ce que j'ai encore trouvé intéressant, c'est que les participants sont revenus régulièrement à une déclaration historique du chef d'État, son Excellence Paul Biya. Il disait devant les diplomates à Yaoundé que le terrorisme est une menace globale. Et à menace globale, il faut une riposte globale. La secrétaire américaine chargée de Homeland Affairs, de l'Intérieur, a même dit que on ne peut pas combattre le terrorisme de manière isolée. Elle a dit qu'il faut une synergie entre les États pour combattre le terrorisme et neutraliser les sponsors du terrorisme. Et dans la déclaration finale, les participants sont allés loin, c'est-à-dire l'Amérique, l'Allemagne, l'Union européenne, plusieurs pays. Il a été clairement stipulé que rien ne peut justifier les actes de terrorisme et qu'il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Et puis, ils ont parlé de l'incitation à l'incitation aux actes de terrorisme dans la déclaration finale, et puis le terrorisme dans les réseaux sociaux. Ils ont même, les participants ont constaté avec regret et amertume que malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire c'est une boutique, n'est-ce pas, le laboratoire par excellence, où les actes terroristes sont planifiés et mis en exécution, où on recrute même les terroristes. Donc, je crois que c'était une conférence vraiment très importante, et j'y suis allé sur des très hautes instructions du chef d'État, qu'il a pensé que le ministre de l'Administration intérieure devait participer à cette conférence pour amener quelque chose. Donc, pour me résumer, c'est le monde entier qui condamne le terrorisme. Et c'est ça la déclaration finale de cette conférence internationale tenue à Jérusalem. Revenons au Cameroun, monsieur le ministre. Revenons précisément à vous. Vous êtes originaire de la région du Nord-Ouest, du département de la Mézam. Le discours ambiant tend à présenter les originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest comme des personnes, des citoyens camerounais marginalisés. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que cette prétendue marginalisation des anglophones est une thèse abracadabrantesque, dont elle est boiteuse. Elle ne tient sur rien du tout. Vous savez, si vous avez le temps de consulter les journaux, ce n'est pas la première fois que des groupuscules se lèvent pour dire que les anglophones sont marginalisés, ils sont maltraités au Cameroun. Mais ma réplique a été toujours la même. Moi, je leur ai dit, statistiques à l'appui, d'abord, je l'ai dit il y a 25 ans. Parce que les gens ont tendance à penser que ces agitations ont commencé aujourd'hui. Non, je peux dire qu'en 1993, le chef d'État a reçu le 30 septembre 1993 une délégation de la région du Nord-Ouest qui venait dire au chef de l'État que les anglophones n'ont mandaté personne pour revendiquer leurs droits, à quelque niveau que ce soit. Que le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. Et que les anglophones
je peux même dire, le mot anglophone, je ne l'aime pas. Parce qu'il s'agit des Camerounais qui s'expriment en anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, on parle anglophone. Non, je crois que sincèrement, mais on s'exprime en anglais. Mais il ne faut pas forcément être de la région du nord-ouest ou du sud-ouest pour être anglophone. C'est ça le débat aujourd'hui. Donc j'ai toujours dit que le chef de l'État a donné aux anglophones un traitement préférentiel depuis 1982. Donc nous avons eu beaucoup de postes de responsabilité, 25 ans de primature, ainsi de suite. Donc nous avons énuméré. Donc déjà en 1993, et si vous allez dans les archives de Cameroun Tribune, vous allez voir ce que j'avais déclaré. Que les anglophones doivent plutôt dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il nous a donné. Et vous êtes d'ailleurs revenu à la charge 10 années plus tard, en 2003. En 2003, exactement. Alors, en 2003, j'avais carrément, c'était le titre de Cameroun Tribune. Au Cameroun, les anglophones ne sont pas marginalisés par Tanguy Njipol. Mais qu'est-ce que je prends la peine d'expliquer aux gens? Vous ne pouvez pas parler de marginalisation dans un contexte où vous contrôlez plus de 40% des postes dans l'administration centrale. Alors, je leur ai dit. Et puis, à chaque fois que les hommes honnêtes lisent mes publications, ils reviennent vers moi pour dire, vraiment, on n'était pas au courant, bon, les gens veulent nous induire en erreur. Non, je leur ai dit non. Et je leur ai toujours dit, l'histoire est têtue. Le chef de l'État arrive au pouvoir en 1982. Sa première visite officielle était à Bamenda en 1983. Le 9 février 1983, le chef de l'État était à Bamenda et il s'est exprimé en anglais. Et c'était déjà un message fort pour reconnaître les deux langues officielles du Cameroun. Et le chef de l'État dit, Bamenda is my second home. On a même introduit le chef de l'État, le faune des faunes. Nous étions en 1983. En 1984, le chef de l'État est revenu à Bamenda. Le 27 octobre pour le comice agropastoral. En 1985, le chef de l'État est revenu à Bamenda pour la création, enfin pour le congrès de l'UNC qui donnait naissance sur le RDPC. Le RDPC. Alors vous voyez donc, en 1983, le chef de l'État est à Bamenda. En 1984, le chef de l'État est à Bamenda. En 1985, le chef de l'État est à Bamenda. Et je dirais même que lors de la célébration du cinquantenaire de l'armée, le chef de l'État a amené cette célébration importante à Bamenda. Ça voudrait dire simplement à chaque fois quand il y a un agenda politique important, le chef de l'État choisit soit la région du nord-ouest, soit la région du sud-ouest. Vous savez le débat autour de célébration des cinquantenaires de la réunification. Bon, il y a un courant de pensée qui disait que les accords de Fumban étaient à Fumban. 1975, c'était logiquement normal d'aller célébrer à Fumban. Mais le chef de l'État, dans un discours officiel, a dit que la réunification des cinquantenaires de la réunification sera célébrée à Boya. Il est allé à Boya. Donc, vous savez, donc je peux même dire que, vous savez, le chef de l'État, dès 1982, a signé un contrat social avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous avez commencé par indiquer quelques statistiques. On voudrait aller plus loin. Que représente la population des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans l'administration et quel est le pourcentage en termes de postes de responsabilité que ces compatriotes occupent? Je vous le dis sincèrement, vous regardez les populations du Nord et du Sud-Ouest, dans l'ensemble de notre population, ça représente 15 à 16%. C'est ça la population. Et le Nord-Ouest et le Sud-Est géographiquement couvrent 6,5% du territoire national. C'est ça la réalité. Alors, le poids politique également des deux régions, c'est entre 16 et 19% maximum. Vous prenez les résultats de toutes les consultations électorales. Mais le paradoxe est que quand vous regardez les postes de responsabilité, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest réunis ont toujours occupé entre 38 à 40% de tous les postes de responsabilité. C'est les statistiques qui sont officielles. Vous pouvez les consulter. Alors donc, si vous dites par exemple que les anglophones sont marginalisés parce qu'ils ne sont pas nommés, vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de tromper les gens. C'est ça la réalité, c'est ce que je leur dis. Et puis, c'est ça, les statistiques sont là. Et puis, bon, moi je dis, vous regardez, je vous donnerai d'autres circonstances. Il y a au Cameroun, vous savez, depuis 1982, il y a eu 4 banques privées au Cameroun. 4 banques. Et toutes les banques commerciales doivent avoir le visa de la présidence de la République. Alors, le paradoxe est que sur les 4 banques privées au Cameroun, depuis 1982, il n'y a qu'une seule banque qui appartient à un Camerounais d'origine francophone, la CCI. La CCI, qui est à Freeland, de Dr Fokam Kamoni. Moi, modestement, je suis le fondateur, le fondateur de la Highland Corporation Bank. C'est une banque agréée et admise en compensation à la Banque centrale. Je suis originaire de Bamenda.
Amity Bank a été créé par Tata Lawrence. Il est originaire du département de Kumbo. Aujourd'hui, c'est Atlantic Bank. La National Financial Credit a été créée par M. Awanga, qui est originaire du département de Momo. Donc, dans un contexte où il n'y a que 4 banques privées, depuis l'indépendance, il y a 3 banques qui appartiennent aux anglophones, aux promoteurs anglophones. Ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de vous exercer au Cameroun. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas parler de marginalisation alors que les faveurs, vous pouvez, pour créer une banque commerciale, vous pouvez même avoir le capital social, mais on ne vous donne pas l'agrément. Et les agréments sont validés par la présidence de la République. Donc voilà autant de preuves pour dire qu'effectivement, le chef d'État a donné aux anglophones plus qu'il en fallait. C'est ça la réalité. Venons-en, monsieur le ministre Paul Atangandji, à ce plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président de la République, le président Biya. Comment l'avez-vous accueilli? Vous savez, le plan d'urgence, le plan d'assistance humanitaire d'urgence, c'est un plan formidable. En quoi? C'est-à-dire, c'est une réponse aux défis sécuritaires dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Et c'est un plan bien étudié. Il a été présenté au public par le premier ministre chef du gouvernement et il a défini les axes majeurs. Assistance aux personnes en détresse, donc assistance matérielle, financière, sanitaire, la reconstruction des biens détruits par les terroristes et puis l'aide aux agriculteurs. Voilà les grands axes. Et il y a 17 ministères qui sont concernés par l'exécution du plan. Donc, vous savez, c'est une fois de plus. Et puis, il faudrait savoir que c'est un plan qui vient comme les autres plans et que le chef d'État a mis en place à chaque fois qu'il y avait des défis sécuritaires ou humanitaires qui concernaient notre pays. Il a fait dans les régions... de l'extrême nord, vous savez, oui, exactement. Mais l'assistance, la catastrophe de Sam, le chef de l'État, il est rentré d'un voyage officiel, il allait directement ensemble pour regarder ce qui se passait. Il a apporté, n'est-ce pas, le soutien aux personnes en détresse. Il a fait à Boya. À Boya, exactement. Du Mont Cameroun. À Guirvidic, lors des inondations, à chaque fois que les Camerounais étaient confrontés à des catastrophes ou à des misères, parce qu'il faut le dire, les terroristes nous ont plongés dans cette situation. Donc le chef de l'État a demandé qu'on fasse, n'est-ce pas, le point de la situation. Et sur la base de ce plan qui a été remis au chef de l'État, lui-même a décidé de mettre sur pied ce plan d'action urgent et puis, bon, qui va pratiquement se dérouler dans les jours à venir. Vous allez nous dérouler précisément le chronogramme dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur la communication spéciale du Premier ministre chef du gouvernement mercredi dernier, lors de la présentation de ce plan humanitaire d'urgence décidé par le président de la République.